Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers en partenariat avec le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Nous sommes le 20 décembre, c'est donc la dernière de l'année avant la trêve des confiseurs. On se retrouve en janvier. Et après le résumé de l'actualité, voici les 4 articles au sommaire cette semaine. Environnement et digital, une transformation imposée, plus que choisie pour les entreprises françaises, à lire sur FrenchWeb. Qu'est-ce que le refund, la fraude au remboursement qui s'attaque à Amazon et consorts, à lire sur BFM TV. Interdiction aux États-Unis, DSA en Europe, TikTok face aux menaces, à lire sur Usine Digitale. Centracor, l'arrêt de l'e-commerce ne signifie pas l'arrêt de la digitalisation, à lire sur République Retail. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse éditée sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Je vous souhaite donc de bonnes fêtes de fin d'année, une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. Synthèse de l'actualité de la semaine, fraude et cybersécurité, le défi de refund, une pratique frauduleuse appelée refund, consistant à obtenir des remboursements injustifiés sur des achats en ligne, gagne en ampleur. Cette fraude se professionnalise grâce à des réseaux structurés sur des plateformes comme Telegram et TikTok. Les fraudeurs utilisent des techniques avancées pour contourner les systèmes d'authentification. Amazon et d'autres grandes plateformes renforcent leur arsenal technologique avec l'intelligence artificielle pour lutter contre ce phénomène en collaboration avec les autorités locales et internationales. Cependant, la lutte reste complexe face à une ubérisation de la fraude facilitée par des prestataires illégaux. Cette tendance souligne la nécessité d'un équilibre entre l'innovation technologique et la mise en place de régulations rigoureuses pour protéger les consommateurs. Stratégie commerciale, Centracor et la digitalisation centrée sur le physique. Malgré l'arrêt de son activité e-commerce, Centracor mise sur la digitalisation pour renforcer l'expérience client en magasin. Avec près de 6 millions de porteurs de cartes de fidélité, l'enseigne met en avant une approche centrée sur le drive to store, la personnalisation de l'offre et des campagnes digitales ciblées. Cette stratégie illustre un pari audacieux sur le commerce physique tout en tirant parti des outils digitaux pour être plus adaptatifs et réactifs. En investissant dans des programmes de fidélité et en testant des services comme la livraison collaborative, Centracor montre qu'une stratégie omnicanale n'implique pas forcément une présence forte en ligne, mais une utilisation ciblée des outils digitaux pour maximiser la relation client. TikTok face à des régulations croisées. L'application TikTok déjà sous pression aux États-Unis où elle risque une interdiction si elle ne vend pas ses activités locales est également dans le viseur de la Commission européenne. Accusée d'avoir facilité des manipulations électorales en Roumanie, elle pourrait faire face à de lourdes sanctions financières. En parallèle, l'application continue de dominer en tant que plateforme d'influence pour la mode et la consommation, renforçant son impact sur des segments comme la fast fashion. Ce double visage de TikTok, à la fois outil de marketing incontournable et plateforme controversée pour des pratiques discutables, reflète les tensions entre opportunités commerciales et responsabilités sociétales dans le monde numérique. Seconde main, un marché en expansion. Le marché de la seconde main poursuit son ascension au Royaume-Uni. Les cadeaux d'occasion représentent près de 10% du total des achats de Noël, selon une étude de Vinted. Cette tendance révèle un changement des habitudes de consommation porté par les jeunes et motivé par des considérations écologiques et économiques. En France, Le Bon Coin se positionne comme un acteur majeur en améliorant ses services grâce à l'intelligence artificielle pour personnaliser l'expérience utilisateur. Ce phénomène illustre un basculement vers une consommation plus responsable où l'économie circulaire devient un pilier central pour attirer une clientèle soucieuse
de ses valeurs tout en restant attentive à son budget. Investissement massif dans l'IA, le cas des GAFAM. Les grands groupes technologiques, Microsoft, Amazon, Google et Meta ont dépensé près de 100 milliards de dollars en infrastructures d'IA cette année. L'accent est mis sur l'acquisition de cartes graphiques Nvidia et le développement de puces internes pour accélérer leur capacité d'analyse et de traitement. Ces investissements reflètent une compétition intense dans le domaine où les plateformes e-commerce devraient bénéficier indirectement des innovations dans la personnalisation et la logistique. Tension sociale chez Amazon. Des mouvements de grève ont éclaté aux États-Unis et en Allemagne, perturbant les activités d'Amazon en pleine saison des fêtes. Les revendications portent sur des augmentations de salaire et une meilleure reconnaissance des syndicats. Si ces grèves ne semblent pas encore avoir un impact significatif sur les délais de livraison, elles soulignent les tensions croissantes autour des conditions de travail dans ce secteur. Enfin, Domino's Pizza, reconquête et digitalisation en 2025. Domino's Pizza prévoit de renforcer son leadership en France grâce à des stratégies axées sur la qualité des produits, la transformation digitale et une communication centrée sur la transparence et l'authenticité. L'enseigne continue d'explorer les collaborations artistiques et l'innovation produit pour séduire à la fois les jeunes et les familles. Environnement et digital, une transformation imposée plus que choisie pour les entreprises françaises, à lire sur franchweb.fr en date du 17 décembre. Si 31% des PME et ETI françaises perçoivent un intérêt stratégique à conjuguer enjeux environnementaux et IA, la majorité des entreprises, 69%, n'y voient pas de bénéfices économiques clairs. Ce chiffre issu du premier observatoire FITT révèle une réalité peu évoquée. La transformation écologique et digitale reste davantage une contrainte imposée par les normes qu'un véritable levier de compétitivité. L'absence de valeur perçue, un frein économique. L'étude réalisée par OpinionWay pour le FITT met en lumière un constat souvent occulté. Pour la majorité des entreprises, intégrer l'environnement à la transformation IA/digital n'importe pas d'impact économique direct et mesurable. Si certaines initiatives émergent, traçabilité, collecte de données, elles sont le plus souvent pilotées par des obligations réglementaires comme la CSRD que par une logique de création de valeur. 31% des entreprises déclarent un intérêt stratégique, mais ce chiffre cache une autre réalité. Seuls 6% structurent réellement des actions environnementales avec une ambition économique. Côté digital, IA, 10% atteignent ce stade, un progrès modeste, mais qui reste déconnecté de l'environnement. L'environnement, aujourd'hui, est davantage perçu comme un coût qu'une opportunité. Des transformations poussées par les normes, non par le marché. Les entreprises interrogées placent les contraintes normatives au cœur de leur réflexion. La CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, impose un reporting extra-financier rigoureux, orientant les entreprises vers des pratiques plus responsables. D'autres réglementations, comme le Pacte vert européen, Green Deal, créent un cadre strict qui impose des investissements souvent considérés comme non prioritaires. Dans ce contexte, les entreprises se conforment mais peinent à percevoir des bénéfices économiques tangibles. La réduction des coûts ou l'amélioration de la rentabilité n'apparaissent pas suffisamment évidentes pour justifier des investissements volontaristes. Le biais du court-termisme, une lecture incomplète. L'étude suggère que l'inertie des entreprises s'explique par une vision court-termiste. Or, cette interprétation occulte un point central, l'absence de retour économique immédiat sur les investissements environnementaux, couplé à une priorité donnée à des problématiques plus pressantes, inflation, marge ou compétitivité. Les entreprises ne sont pas court-termistes, elles sont réalistes, elles priorisent ce qui génère de la valeur aujourd'hui, souligne un expert du secteur. Pour les dirigeants interrogés, les bénéfices liés à l'environnement et l'IA restent encore hypothétiques ou indirects. La convergence des deux sujets reste coûteuse, technique et exige des compétences encore rares.
une compétitivité tirée par la réglementation, non par l'innovation. Contrairement à d'autres économies européennes où l'environnement et l'IA sont vus comme des leviers d'innovation, comme en Allemagne ou dans les pays nordiques, les PME et ETI françaises évoluent dans une logique défensive et normative. La norme précède l'action sans que le marché n'enclenche spontanément la dynamique. Conséquence, les entreprises se conforment pour éviter des sanctions plutôt que pour anticiper des gains. Le risque, cette approche minimale pourrait freiner l'innovation et maintenir un retard compétitif sur les marchés où l'environnement et la tech génèrent de nouveaux business models. L'Observatoire FITT souligne un fait brutal, l'alignement environnement-IA n'apparaît pas pour 69% des entreprises françaises comme un vecteur naturel de valeur économique. Le moteur principal de la transformation reste la pression normative au détriment d'une dynamique proactive. Si cette approche sécurise la conformité, elle pourrait à terme freiner l'innovation et priver les entreprises de leviers de croissance essentiels face à la concurrence internationale. L'Observatoire FITT Environnement IA a été réalisé avec Opinionway en avril et mai 2024 à partir d'interviews en ligne administrées auprès de 300 décideurs. Qu'est-ce que le refund, la fraude au remboursement qui s'attaque à Amazon et consorts, à lire sur BFM TV en date du 20 décembre. Si une technique de fraude en ligne appelée refund se démocratise à travers les réseaux sociaux, alors que la pratique se professionnalise, les plateformes de vente tentent de contrer les fraudeurs. Acheter sur Amazon ou une autre plateforme de vente en ligne, recevoir son colis déclaré, ne pas l'avoir reçu, se faire rembourser et revendre le colis. Voilà en 5 étapes en quoi consiste le refund ou fraude au remboursement. Dans une enquête vidéo, Tech & Co s'intéresse à cette démarche intégrale qui se démocratise sur les réseaux sociaux. Le phénomène refund, dans le détail, qu'est-ce que le refund ? Antoine Chéron, avocat spécialisé dans la propriété intellectuelle et numérique, définit ainsi cette pratique délictueuse. Le refund ou remboursement frauduleux est une pratique consistant à se faire rembourser des produits achetés sur des plateformes de vente en ligne sans en retourner les articles ou en retournant des produits factices ou dégradés. Et pour assurer la rentabilité de la démarche, certains ne gardent pas les objets remboursés mais les revendent ensuite. Selon des témoignages, des fraudeurs remboursent ou fraudeurs au remboursement ou refunders arriveraient ainsi à gagner entre 500 et 2000 euros par semaine. Mais alors que certains pensaient avoir trouvé une mine d'or, beaucoup se font rattraper par la justice. Certains internautes accusés d'escroquerie par les plateformes disent ainsi avoir écopé de plusieurs dizaines de milliers d'euros d'amende. Une fraude qui se professionnalise. Le refund n'est pourtant pas nouveau, mais la pratique a connu une période de déclin avec l'arrivée de l'authentification forte, où chaque compte doit être associé à un numéro de téléphone. Les refunders ont depuis développé d'autres techniques pour poursuivre leurs activités frauduleuses. Mais ces dernières années, la pratique s'est fortement démocratisée chez les jeunes qui entendent parler du refund sur les réseaux sociaux comme Telegram ou TikTok. L'arnaque prend une ampleur telle que des réseaux professionnels se sont constitués. C'est pourquoi Johan Hulot, expert en identité numérique et en fraude, distingue 2 sortes de fraudeurs. Il y a le fraudeur opportuniste et les fraudeurs qui usurpent ou créent des comptes pour réaliser ce type de fraude de manière professionnelle. Selon l'expert, cette professionnalisation expliquerait en partie l'accélération du refund. La forte croissance de ce phénomène est probablement liée à l'ubérisation de ce schéma de fraude avec des personnes qui revendent leurs services sur des messageries instantanées, créant ainsi un effet de levier. Ces prestataires prennent en charge tout le processus de remboursement, demandent l'accès au compte e-commerce de la personne et se font payer une fois le remboursement réalisé. La lutte contre le refund. L'avocat Antoine Chéron précise que la lutte contre les fraudeurs est déjà engagée par les plateformes comme Amazon. Cela passe par une collaboration avec des organisations internationales type Interpol ou Europol et des autorités locales pour identifier les réseaux organisés.
Mais aussi, Amazon utilise des algorithmes d'intelligence artificielle pour détecter les schémas frauduleux comme des retours anormaux, des adresses répétitives. Il est même possible pour la plateforme de bloquer à vie les utilisateurs identifiés comme fraudeurs grâce à leur adresse IP et leur empreinte numérique. Mais que risque un fraudeur en France s'il se fait arrêter? Antoine Chéron précise ce que prévoit le code pénal pour ce type de délit. On retrouve notamment l'abus de confiance ou une escroquerie passible de 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende pour l'escroquerie. Ensuite, le recel, car si un tiers récupère les produits ou participe à la fraude, il peut être poursuivi pour recel de biens obtenus frauduleusement. En résumé, les fraudeurs s'exposent à des poursuites civiles, dommages et intérêts et pénales pour tromperie et préjudice commercial. Sur les réseaux sociaux, les créateurs de contenu qui tenteraient de promouvoir activement le refund ne sont pas exemptés. Ils risquent notamment d'encourir des sanctions judiciaires sévères pour complicité d'escroquerie, rappelle Antoine Chéron. Interdiction aux États-Unis, DSA en Europe, TikTok face aux menaces, à lire sur l'usine Digital en date du 18 décembre. L'application de courtes vidéos demande à la Cour suprême des États-Unis de bloquer une loi lui imposant de vendre ses activités américaines sous peine d'interdiction. Les ennuis s'accumulent pour TikTok aux États-Unis. L'application est menacée d'interdiction dès le 19 janvier, à moins de trouver un hypothétique repreneur. Et en Europe, elle se retrouve dans le collimateur de Bruxelles suite au premier tour de l'élection présidentielle en Roumanie. Trump comme sauveur pour éviter un bannissement des boutiques d'applications américaines. La filiale du groupe chinois ByteDance ne dispose plus que de 2 options. D'abord un recours qu'elle a déposé lundi 16 décembre devant la Cour suprême des États-Unis. Ensuite une intervention de Donald Trump qui reviendrait à la Maison-Blanche. Le 20 janvier, TikTok est visé par une loi lui imposant de vendre ses activités américaines. Début décembre, la justice américaine a rejeté sa plainte, estimant que les impératifs de sécurité nationale prévalait sur le premier amendement de la Constitution qui garantit la liberté d'expression. La société conteste cette interprétation. Parallèlement, son patron, Shu Chu, a rencontré Donald Trump. Pendant la campagne, le futur président américain s'est prononcé contre une interdiction de TikTok. Une fois au pouvoir, il pourrait demander que la loi votée par le Congrès ne soit pas appliquée par le département de la justice, à condition cependant qu'il n'ait pas changé d'avis. Campagne d'influence russe en Europe. TikTok est inquiété par le Digital Services Act qui impose depuis l'an passé une nouvelle obligation en matière de modération des grandes plateformes Internet. L'application ne risque pas une interdiction, au moins à court terme, mais une très lourde amende. Mardi 17 décembre, la Commission européenne a ainsi ouvert une enquête formelle contre TikTok. Celle-ci intervient moins d'un mois après le premier tour de l'élection présidentielle en Roumanie qui a vu un candidat d'extrême droite pro-russe et jusqu'alors peu connu arriver en tête. Le résultat a depuis été invalidé par la justice du pays. L'application de courtes vidéos pourrait ainsi être accusée de ne pas avoir mis en place les mesures nécessaires pour lutter contre une campagne d'influence menée selon les autorités roumaines par la Russie. Bruxelles va notamment se pencher sur son système de recommandation et sur sa politique en matière de publicité politique. Centracor, l'arrêt de l'e-commerce ne signifie pas l'arrêt de la digitalisation, à lire sur republicretail.fr en date du 18 décembre. Face au défi d'un marché sous tension, Nathalie Grand-Clément, directrice générale de Centracor, partage sa vision stratégique après l'arrêt de l'e-commerce. Investir dans des outils digitaux pour améliorer l'expérience client et faciliter et l'efficacité opérationnelle plutôt que de maintenir un modèle inadapté. Comment se porte votre enseigne? L'année n'est pas encore totalement terminée et les 2 semaines restantes seront déterminantes. Elles pourraient faire basculer notre bilan. Donc il est encore difficile de prédire précisément comment nous atterrirons. Cela dit, nous restons optimistes. 2024 a tenu toutes ses promesses. Comme nous l'avions annoncé, elle a été
sportive. Malgré un climat de consommation morose et des tensions sur le pouvoir d'achat, nous avons su maintenir nos performances grâce à notre réseau de 480 magasins physiques. C'est là que se joue notre avenir, sur le terrain, au plus près des clients. Le commerce physique est notre principal atout face à la concurrence et nous capitalisons sur notre savoir-faire dans ce domaine. Dans un secteur en perpétuelle évolution, nous devons rester alertes, adaptables et innovants pour répondre aux attentes. Avez-vous eu des ouvertures de magasins cette année ? Oui, nous avons ouvert une vingtaine de magasins en 2024. Cela témoigne de notre dynamisme. Pour 2025, une douzaine d'ouvertures sont déjà prévues. Cependant, notre priorité reste la progression à réseau constant. Nous ne voulons pas compter uniquement sur l'expansion pour afficher de la croissance. Quels ont été vos grands chantiers ? 2024 a été marqué par une étape importante avec le déploiement national de notre programme de fidélité en juin. En parallèle, nous avons réalisé une vaste étude auprès de 12 000 clients porteurs de la carte, avec une cinquantaine de questions très détaillées. Les résultats sont extrêmement riches et nous ont permis de mieux cerner les attentes de nos clients, notamment en matière d'offres produits, d'expérience en magasin et d'agencement. Sur cette base, plusieurs chantiers ont été lancés avec un déploiement prévu dès 2025. Nous travaillons notamment sur des évolutions dans la présentation de l'offre, de nouveaux corners dédiés à des gammes plus pointues en réponse à des demandes spécifiques de nos clients fidèles. Nous n'avons pas révolutionné notre offre, mais nous allons pousser certains segments qui existent déjà en allant plus loin là où nous avons identifié une forte attente. Nous présenterons ces nouveautés en janvier prochain lors d'un grand événement avec l'ensemble de nos adhérents. Ce sera l'occasion d'acter des stratégies et de valider notre plan d'action avec notre réseau. Nous avons également testé des services de livraison à domicile collaborative en partenariat avec différentes plateformes. Toutefois, ces expérimentations restent à l'échelle locale car elles dépendent beaucoup du maillage territorial. Pour l'instant, ce sont des projets pilotes et nous ne prévoyons pas encore le déploiement national. Le programme de fidélité semble avoir été une avancée majeure pour vous cette année. Quel est l'impact ? Notre programme de fidélité existait déjà, mais il était jusqu'ici lié à chaque magasin. Désormais, il est valable dans tous les magasins participant au programme national, ce qui change tout. Cela nous permet de mieux servir nos clients fidèles. 55% de nos clients utilisent leur carte en caisse, un taux très élevé. Il est essentiel de souligner que nous nous concentrons avant tout sur la fidélisation de nos clients existants. Nous savons qu'ils sont nos meilleurs ambassadeurs. En les choyant et en investissant pour qu'ils soient pleinement satisfaits, ils deviennent des prescripteurs naturels de notre enseigne auprès de leur entourage. Cet investissement a pour nous beaucoup plus de pertinence qu'une stratégie tournée vers une vente en ligne désincarnée. Notre promesse reste celle d'un commerce physique incarné où nos équipes jouent un rôle central pour offrir une expérience client de qualité. Pourquoi avoir communiqué sur l'arrêt de l'e-commerce alors que ce n'est pas un axe majeur dans votre secteur ? Nous sommes effectivement allés un peu à contre-courant dès que nous avons commencé à en parler. Certains ont pensé que c'était une décision rétrograde, voire conservatrice, alors que c'est tout le contraire. Nous avons donc choisi d'assumer ce choix et de communiquer dessus de manière transparente pour éviter les malentendus. Il ne s'agit absolument pas d'un arrêt de la digitalisation, bien au contraire. Nous continuons d'investir massivement dans les outils digitaux, mais nous préférons concentrer nos efforts là où ils sont le plus pertinents. Par exemple, notre application de fidélité est pour nous un outil central, bien plus stratégique que le site de vente en ligne. Nous aimons aussi parfois sortir des sentiers battus et aller à rebrousse-poil de la tendance générale. Cela fait partie de notre identité. Nous l'avions déjà fait par le passé avec les catalogues papier, alors que tout le monde annonçait leur disparition au profit du digital. Cette démarche de pas de côté correspond à notre façon de construire notre évolution en suivant notre propre voie plutôt que les injonctions
externes. La part de l'e-commerce dans votre chiffre d'affaires étant par ailleurs assez faible, tout à fait. Nous n'aurions pas pris cette décision si cela avait représenté un chiffre d'affaires significatif, mais il faut distinguer un chiffre d'affaires important et une activité rentable. Là, nous n'avions même pas besoin de poser la question de la rentabilité car les chiffres étaient tout simplement anecdotiques. L'e-commerce avait toujours été présenté comme un service offert aux clients qui n'avaient pas la chance d'avoir un magasin à proximité. En parallèle, nous continuons à ouvrir de nouveaux magasins, ce qui nous permet de rester proches de nos clients. C'est d'ailleurs un message que nous avons relayé. Certains clients qui commandaient en ligne auront bientôt un magasin à proximité grâce à notre dynamique de développement. Quelle action spécifique avez-vous menée pour attirer vos clients en magasin ? Nous avons deux approches principales pour le Drive to Store. La première concerne nos clients fidèles avec lesquels nous communiquons via des canaux spécifiques grâce au programme de fidélité. Ensuite, sur le volet conquête et prospection, notre priorité est d'avoir une offre attractive en magasin. C'est la base. Avant même de communiquer, nous devons nous assurer que les produits et les prix sont suffisamment pertinents pour capter l'attention. Pour exprimer ces offres attractives, nous adaptons nos actions aux produits et aux supports les plus efficaces. La radio reste un média puissant pour générer du trafic. Nous l'utilisons pour certaines offres car son impact est immédiat et large. Les campagnes digitales jouent également un rôle central. Cette année, nous avons particulièrement travaillé sur les réseaux sociaux où nous avons observé des succès importants. Par exemple, un simple post d'un magasin montrant un rayon de chaussettes à paillettes à message a généré un véritable buzz avec une vidéo bien construite, utilisant la bonne musique et une tendance du moment. Nous avons atteint 4 millions de vues en seulement 2 jours. Cela prouve la puissance des réseaux sociaux pour amplifier la visibilité d'un produit et générer du trafic en magasin, même sans l'intervention d'influenceurs. Enfin, pour des campagnes plus ciblées, nous utilisons des actions display en digital adaptées aux produits et à nos cibles. Nous partons toujours du produit selon sa nature et l'audience visée. Nous déterminons les meilleurs leviers pour l'exprimer et le mettre en valeur sur le bon support. Face à des concurrents agressifs, comment parvenez-vous à rester compétitif ? Nous avons choisi de ne pas entrer dans une course frontale uniquement sur le prix, même si nos tarifs restent très compétitifs. Notre différenciation repose sur une approche qui privilégie l'expérience client magasin. Chez Centracor, nous voulons que les clients prennent plaisir à venir dans nos magasins. Cela passe par un environnement soigné, agréable, avec un éclairage de qualité et des mises en scène inspirantes, notamment sur la partie décoration. C'est un véritable atout qui nous est régulièrement souligné par nos clients. Ils viennent chercher des idées, des produits tendances, tout en profitant de choix larges et variés. Ce positionnement qui associe prix attractif et inspiration renforce notre identité propre. L'une de nos priorités est de tenir nos promesses. Nos clients savent qu'ils trouveront en magasin les produits qu'ils recherchent sans mauvaise surprise. Par exemple, nous avons lancé l'offre prix bas toute l'année, une sélection claire de produits essentiels à des tarifs compétitifs, disponibles de façon continue. Cette approche permet d'assurer une fiabilité qui fait la différence en opposition aux logiques d'opportunité purement temporaires. Notre récente étude a confirmé ces choix stratégiques. Ils apprécient le plaisir qu'ils prennent à visiter nos magasins, la richesse de notre offre et la fiabilité de notre modèle. Cela nous conforte dans notre décision de miser sur le commerce physique et sur une expérience client de qualité pour rester compétitif face à un marché en constante évolution. Avez-vous rationalisé l'offre décoration, une catégorie en baisse, pour augmenter d'autres segments ? L'évolution de l'offre se fait à l'échelle de chaque magasin. Nos points de vente vivent et s'adaptent tout au long de l'année avec une flexibilité que nous appelons un effet accordéon. Certains rayons s'étendent ou se resserrent selon les saisons et la demande locale. Par exemple, dans des magasins où la décoration était très dominante, l'offre a pu être rationalisée pour laisser plus de place au bricolage ou au jardinage si ces segments répondaient davantage aux attentes des clients. C'est la force de notre réseau composé
à 75% d'indépendants qui ajustent leur assortiment en fonction des besoins spécifiques de leur zone de chalandise. Nous ne sommes pas dans une logique de standardisation rigide. Un magasin sur le bassin d'Arcachon va naturellement privilégier la décoration, tandis qu'un point de vente en Anjou mettra davantage l'accent sur le jardin ou le bricolage. Cette souplesse nous permet de nous adapter aux particularités locales et même parfois à la présence de concurrents à proximité. Vous êtes principalement présent en périphérie. Avez-vous l'ambition de vous implanter en centre-ville ? C'est une question qui revient régulièrement et à laquelle nous avons beaucoup réfléchi. Le centre-ville est une option séduisante car il y a une vraie demande, mais c'est un modèle complètement différent de celui que nous exploitons actuellement. Nos magasins reposent sur des équilibres qui nécessitent des superficies adaptées, des espaces de stockage et des parkings pour accueillir nos clients dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, nous n'avons pas prévu de nous implanter en centre-ville, mais si nous décidons un jour d'y aller, ce sera avec un concept spécifique, retravaillé et pensé pour cet environnement particulier. Il ne s'agira pas simplement d'un format réduit ou d'un copier-coller de notre modèle actuel. Nous avons déjà réalisé des études et des simulations pour anticiper cette évolution car nous avons eu des propositions concrètes. Pour l'instant, ce n'est pas une priorité. Mais nous restons ouverts aux opportunités. Si des occasions se présentent en 2025 ou 2026, nous serons prêts à les saisir avec un modèle adapté, conçu pour répondre aux contraintes et aux attentes du centre-ville. Quid de votre développement en Espagne? Nous avons malheureusement dû fermer temporairement notre magasin à Valence à la suite des intempéries dévastatrices. Heureusement, nos équipes n'ont pas été blessées. Le magasin réouvrira début mars 2025. Par ailleurs, nous prévoyons d'ouvrir un deuxième magasin à proximité de Madrid au même moment. Quels sont vos principaux enjeux pour l'avenir ? Nos grands enjeux sont de renforcer la fidélité de nos clients, de faire évoluer notre offre pour répondre aux attentes de demain et de continuer à attirer de nouveaux segments, notamment les jeunes générations. Nous devons rester agiles et innovants, toujours à l'écoute de nos clients pour anticiper leurs besoins et les satisfaire durablement. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.